je sais, la France est déjà déclassée. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va revivre ensemble tous les événements de la semaine sur l'économie, sur la finance, sur les marchés, sur vos placements. On va les décrypter, on va essayer d'expliquer, de sortir du bruit environnant pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Allez, au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, évidemment, vous avez compris, c'est déclassement. On va parler de la France. Ça fait mal, mais il faut en parler quand même. La question macro, l'économie américaine, c'est pas clair en fait. C'est pour ça que je suis content d'avoir nos experts autour de nous, parce que on a des mauvaises nouvelles, on a des révisions de l'emploi, on a une croissance qui a l'air de se tenir. Donald Trump flingue tous les gens qui donnent des chiffres. On ne sait pas très bien où on en est. Le chiffre de la semaine, j'avais envie de me faire plaisir. C'était ce truc complètement dingue qu'on va vous raconter qui s'est passé sur Oracle. En une seule journée, en quelques minutes même, la valorisation de ce groupe qui est un vieux de la vieille, c'est pas une start-up, c'est pas OpenAI, ça a été introduit en bourse en 1986, qui a progressé de 250 milliards de dollars en quelques minutes. 250 milliards de dollars, c'est à peu près la capitalisation de LVMH en quelques minutes. En deuxième partie de l'émission, où va la bourse, en général, le CAC en particulier, les questions d'argent, évidemment, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle allocation d'actifs? Quel placement privilégié? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle. C'est mon moment préféré d'émission. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il sait tout faire, de l'économie au culturisme, en passant par l'élevage des chats. Et maintenant, il anime une émission tous les vendredis sur BFM Business. C'est tout pour investir, c'est ça? Oui, la masterclass à 11h chaque vendredi. La masterclass. Ouais. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes mon mentor, vous le savez. Il paraît que la première, mais tu sais, c'est ce qu'on dit à la personne qu'on essaye de remplacer. Non, personne ne peut vous remplacer. Donc tu vois, j'ai très peur quand j'ai vu que tu faisais ça. Je me suis dit c'est foutu quoi. De toute façon, je sais qu'avec toi, j'en ai plus que pour 1 an, mais c'est pas grave. Christopher Dembig, en attendant, tu es toujours conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, et ça se passe bien. Excellent, oui. Alors lui, il a caracolé en tête du classement des gérants sur 2025 depuis le début de l'année. J'ai dit il a parce que peut-être qu'il n'est plus en tête du classement, on saura tout à l'heure. Bon, bravo déjà pour la performance passée, qui ne préjuge pas de la performance. Mais c'est déjà future. ça de prix. C'est déjà ça de prix. Vous êtes le cofondateur, enfin on va se tutoyer, c'est plus simple parce qu'on se connaît. Tu es le cofondateur d'une belle success story de la gestion, donc Sébastien Lalvé de Montpensier Arbevel. Il n'y a rien à dire, c'est tout. C'était très clair. C'était très clair. Merci. Elle conseille les plus grandes fortunes. Malheureusement, je ne suis pas dedans. Celle dont la France veut couper la tête. Je ne parle pas d'elle, je parle de grandes fortunes. C'est une as de... Alors, je ne sais pas si on dit un as, c'est plutôt un as, de l'allocation d'actifs. Pascal Sévy, vous êtes directrice commerciale Lombard Odier France, c'est bien ça? Tout à fait. C'était plus long, le titre, parce que c'est encore plus compliqué. C'est gestion privée de Lombard, France de Lombard Odier. C'est très bien, je pense que tout le monde a compris. Ouais, j'avais pas... Alors, Pictet AM, vous avez compris. Lombard Odier, il nous manquait qui? Il nous manquait Union Bancaire Privée. Face au chaos français, en fait, j'étais tellement déprimé, je me suis réfugié en Suisse, avec des gens qui incarnent bien la pertinence et le professionnalisme, notamment Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'Union Bancaire Privée. Quand vous voyez le bordel, excusez-moi l'expression, qu'on a en France, et que vous sortez dans la rue à Genève, et que tout est calme, et qu'on attend la prochaine votation, et que tout le monde sourit, vous dites quoi? Il y a des débats, il y a des débats en Suisse. Des débats sur le ramassage des poubelles. Sur le pont du Mont Blanc, sur c'est ça, voilà, la taxation des grandes fortunes. Ça fait débat aussi dans les cantons. Oui, c'est mais ça. après, ça se calme tout de suite, après tout rentre dans l'ordre. Exactement, vous n'avez pas la taxe Zuckman, vous avez pas... Non, on négocie. En fait, si vous êtes très riche, vous allez négocier avec Thomas Piketty, quand il y a une conférence là-bas, il y a 2 personnes. Plutôt du côté de Londres que Oui, c'est ça. Chez vous, il n'y a personne. Il a le droit de rentrer en Suisse ou pas? Mais on est une terre de débat et d'échange. Allez, on commence tout de suite avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est déclassement. Bon, vous vous rappelez les bronzés? Vous vous rappelez Club Med? Moi, je me rappelle de l'époque où on disait que les pays du sud de l'Europe, on les appelait les pays du Club Med. Les Américains les ont appelés après les PIGS, c'était pas très sympa. Le Portugal, l'Italie,
la Grèce et l'Espagne, eh bien, nous, on n'en faisait pas partie. Alors, on avait inventé le Club Med, mais on ne faisait pas partie des pays du Club Med. On était dans le groupe core de la zone euro, c'est-à-dire les pays solides. On était avec l'Allemagne, on était avec les Pays-Bas. Et puis, cette semaine, patatras, on a vu que le FT, le Financial Times, nous a mis directement dans les pays périphériques. Périphérie, c'est-à-dire qu'on a rejoint la Ligue 2, on était en Ligue 1, on a rejoint la Ligue 2. Et alors, le pire, c'est que dans la Ligue 2, on n'est pas tombé en étant le premier de la Ligue 2, on est en bas de peloton de la Ligue 2, puisque le déclassement a déjà eu lieu sur les marchés. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ces histoires d'agences de notation, on s'en fout un peu, le marché a déjà tranché, non, Christopher Dembig ? Oui, complètement. Ça fait d'ailleurs depuis la crise de 2012 à peu près que les agences de notation ont moins de poids sur les marchés financiers. C'est déjà intégré, hein, on l'a vu. Hein. Si on regarde même avec pas le petit bout de la lorgnette, on a un décrochage au niveau des marchés financiers de la France depuis à peu près début de Covid, hein, 2000-2020. On voyait que l'écart de taux se faisait déjà à l'égard de l'Allemagne. Donc en termes d'égo, c'est compliqué aujourd'hui de se comparer à l'Allemagne. Et on voit qu'on se rapproche effectivement d'un pays comme l'Italie. L'Italie qui en plus a quelques avantages à court terme, c'est-à-dire qu'au moins ils ont une trajectoire budgétaire qui est crédible. Nous on est sur en tout cas un déficit public attendu à 5,4% du PIB, juste pour donner un ordre. Si on y est. Hein. Si on y est exactement, ce qui est déjà énorme. On est mal barré. Hein. Au niveau de l'Union européenne, vous avez un seul autre pays qui est pire que nous, c'est la Roumanie. Mais eux, au mois de juillet, ils ont adopté un plan d'austérité, j'insiste sur le terme, c'est vraiment de l'austérité, eux, pas de consolidation budgétaire, qui fait que l'an prochain, nous, on sera en queue du peloton, du point de vue en tout cas du déficit. Et avec une croissance qui reste très faible, le gouvernement à 0,7, très clairement, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, on fait des simulations, on ne sera pas 0,7 cette année. Vous parlez de 2025 en termes de croissance. On est passé de... Parce que la BCE, je me trompe, ou la BCE a révisé son taux à 1,2% pour la France, ou pas du tout? Non, j'ai eu l'impression qu'il y avait... C'est l'INSEE. L'INSEE qui a révisé. Donc vous dites que ça ne sera pas ça? À 1,2, ça paraît quand même extrêmement ambitieux vu la situation et surtout le fait que vous avez, en termes d'investissement qui est en berne, les perspectives d'embauche sont en berne. Donc le déclassement, il est financier, il est déjà bien ancré et je pense qu'il est légitime dans le sens où ça reflète où on est aujourd'hui au niveau de la zone euro et déclassement économique qui va se mettre en place et qui vient juste de commencer. Patrice Gautry, on est passé en L2, d'accord, très clairement, hein, ça y est. Qu'est-ce que ça change en fait pour nous, pour l'économie, parce que finalement, on a ce sentiment que bon, et alors? Ça change tout et rien. Tout, d'abord, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience maintenant, et en dehors des discours alarmistes sur la dette, puisqu'on les a régulièrement, hein, il y avait d'autres premiers ministres qui étaient à la tête d'un État surendetté, donc le terme n'est pas nouveau. Mais ça change, effectivement, je vois, quand on regarde d'un point de vue de l'étranger, on voit qu'il y a une prise de conscience. Cette comparaison avec l'Italie fait bouger les lignes et peut-être amènera un petit peu plus de rigueur sur la gestion à moyen terme. Alors là, vous êtes seul à le croire. Hein. Là, vous avez dit votre phrase avec beaucoup de sérieux, mais alors... Oui. Je pense que c'est pas comme ça l'a dit Christopher, la sanction, de toute façon, elle va être immédiate. C'est-à-dire que le spread avec l'Allemagne, il ne va pas rester à 80, il va passer à 90, voire à 100. Ouais, si les taux, globalement, baissent un peu, même pas mal, quoi. Je veux dire, OK, on sera à 3,5, 4%. Attention, c'est là, c'est dans le tout et dans le rien. Si ça change tout, il y a un facteur qui est dans la mécanique de la dette et de la charge de la dette qui est absolument dramatique et qui est un peu plus dramatique que les pays environnants. Alors, si on rentre dans le détail, on voit que l'Italie, par exemple, génère un excédent primaire, c'est-à-dire en fait elle est capable de stabiliser à terme sa dette alors que le déficit primaire français, lui, continue d'augmenter et n'est pas maîtrisé. Et donc là, ça veut dire que la trajectoire de la dette à moyen terme peut rester malheureusement sur la hausse, donc 110, 115, 120 pour les prochaines années. Ça, c'est dans ça change tout. 120, vous dites 110. 120% du PIB. Du PIB, hein, d'accord. Ça, c'est dans le... Parce que ça aurait pu être aussi 110, 120 points de spread avec l'Allemagne, je veux dire. Alors non. Déjà, 90-100, pour moi, c'est la zone qu'il faut surveiller, et pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça voudrait dire que la crise politique que l'on connaît aujourd'hui, que l'on observe aujourd'hui en France, se transformerait en une crise financière. Et aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, on n'est pas dans une crise financière. Donc on a le gouvernement, les acteurs français ont encore le temps d'agir. Il n'est pas encore trop tard, mais il faut agir. Ça ne change rien
imaginons que, à la suite des notations, puisqu'on a chaque mois, il y a un rendez-vous avec une agence. Donc, grosso modo, on voit bien que la trajectoire, de toute façon, elle reste négative. La notion de déclassement est un terme qui est tout à fait justifié, puisque des pays, les anciens pays du Club Med, c'est-à-dire l'Espagne, la Grèce, le Portugal, sont dans une phase en fait de révision à la hausse de leur notation. Alors que faut rappeler qu'elles ont des notations qui sont entre 1 cran et 4 crans en dessous de nous, et que malgré ça, on a des taux qui sont plus mauvais que les leurs. Ils sont supérieurs. Ça veut dire que les marchés anticipent une dégradation significative de la dette à moyen terme. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas alarmant sur les marchés. Par contre, grosso modo, effectivement, c'est un signal d'alarme qui est très très fort. Alors même si on passait en single A, au travers de ces révisions de notation, ça changerait peu de choses dans les flux, puisque la dette française resterait globalement encore en relatif de bonne qualité, donc elle attirerait encore des investisseurs. Et quand on voit en fait la structure, l'élément le plus volatile, puisqu'il y a 55% de la dette qui est détenue à l'étranger, mais en fait la partie la plus volatile, c'est la partie japonaise. C'est eux qui ont fait d'ailleurs cette année des entrées et des sorties. Donc ce qui veut dire qu'eux, en plus, ils ont des taux qui sont plutôt faibles. Donc si les taux montaient en France, eh bien, en fait, ils pourraient les ramener en tant qu'investisseurs. On va parler tout à l'heure d'allocation d'actifs, Pascal Sévy. Est-ce que dans l'allocation d'actifs, aujourd'hui, nous on le voit, enfin, moi je le vois, il y a des investisseurs américains qui ont vraiment posé le crayon sur la France. Oui. Est-ce que, je veux dire, aujourd'hui on évacue la France d'une allocation d'actifs sans faire du French bashing, juste se dire, bon, ça sert à rien, il y a trop de problèmes, on va voir ailleurs, quoi. On n'évacue pas complètement la France parce que le CAC 40 n'est pas le reflet non plus de ce qui se passe localement en France. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une défiance sur la dette. Et en effet, aujourd'hui, on est dans une crise politique et pas encore une crise financière, mais cette crise politique empêche de mener les réformes qui seraient nécessaires, alors qu'en effet, le monde entier est en train de se réformer. Et ça, pour le coup, ça crée une vraie défiance sur la France, une défiance sur la trajectoire de la dette et sur l'utilisation de la dette. Donc après, côté action, en effet, dans le CAC, il y a encore des entreprises qui sont intéressantes. Pourquoi le CAC est en retard? Il y a tout l'environnement politique, mais il y a aussi la composition de l'indice. Oui, ce que vous dites, en fait, le CAC, c'est pas la France, puisqu'on sait que c'est quoi, 15% internationales. Absolument. D'accord. Donc, absolument. Pour l'instant, on n'a pas évacué la France parce que le CAC n'est pas la France. Non. C'est ça. C'est exactement ça. Et que les grandes entreprises françaises sont quand même à l'international et ce serait quand même dommage de les mettre de côté. Mais simplement, la composition de l'indice qui a fait nos beaux jours aussi, donc notamment avec les grandes valeurs du luxe, le luxe aujourd'hui est challengé, ce qui explique aussi le retard. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et d'ailleurs, les marchés financiers sont rarement le reflet complet de la situation interne d'un pays. Sébastien, quand on regarde donc la situation de la France, on est gérant, on doit faire des choix. Et finalement, le monde est ouvert. Hein. Vous pouvez vous balader dans les travées du supermarché des actions internationales. Est-ce qu'on continue quand même à s'intéresser à la France ? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, je vais aller regarder les boîtes suédoises, les boîtes norvégiennes, les boîtes allemandes ? Déjà, on le fait déjà. Hein. Sauf que parmi les questions des clients, c'est quelle est votre allocation France par rapport aux indices ? Vous l'avez, ça ? Évidemment. Donc, le poids dans les indices, par exemple small et mid cap, le poids de la France, l'indice peut être aux alentours de 20-25% dans ces eaux-là, à peu près à la louche. Et vous sentez une réticence ? Vous sentez évidemment. Non, je sais pas. Pour les gens qui nous écoutent, il y a clairement une réticence. Et sur la partie, factuellement, le jour où Bayrou a annoncé son harakiri politique, où immédiatement les marchés sont partis du principe qu'il allait perdre, les indices français ont fortement baissé. Donc ça, c'est des mouvements techniques. Et ce qui est plus pénible dans ces cas-là, c'est que c'est les gros poids des indices que les banques françaises ont baissé de 5, 6, 7, c'était pas lié à leur business. Et dans les mid-caps, c'est les gros poids des indices qui ont fortement baissé, alors que ces boîtes-là, factuellement, allaient avoir un impact sur leurs chiffres assez faible en réalité. Donc il y a une question de perception. Il y a une partie mécanique liée à la gestion technique qui cherche pas à comprendre et qui va sous-pondérer la France massivement. Mais depuis la dissolution il y a 1 an, de toute façon, il y a factuellement une décote française en termes de valorisation, en termes de flux, qui est réelle. Patrice, juste une seconde. Vous avez beaucoup comme toutes les banques suisses, vous avez beaucoup de fortune internationale. Vous avez ce côté, est-ce qu'on vous dit, évitez la France ? Non. Non. Okay. On est assez libre dans l'allocation. Et en fait, c'est beaucoup plus une allocation thématique de secteur et de sélectionner, comme ça a été dit, des valeurs que d'avoir, je dirais, une fatwa sur un pays.
Une fatwa sur un pays, elle est pas mal ça. Allez, on passe tout de suite à la ressortir. On passe tout de suite à la question macro. J'avais envie qu'on fasse le point avec vous, comme j'ai des talents autour de la table, sur l'économie américaine, parce que franchement, je dois avouer que je n'y comprends pas grand-chose. On a eu quand même un truc spectaculaire. Alors, pour les gens qui sont loin du marché de l'économie, ça peut paraître étonnant et anecdotique, mais on a eu une révision quand même à la baisse des chiffres de l'emploi américain de 911 000. En un an, c'est ce qui est quand même gigantesque, parce que je rappelle que nous, on regarde tous les mois les chiffres de l'emploi en disant c'était pas 23 000, c'était 28 000, et les marchés réagissent, et puis à la fin on nous dit bon, c'est pas ni 23 ni 20 000, c'est moins de 911 000. Alors Trump veut virer, je pense qu'il a raison, parce que quand on a un mec qui nous dit bon, finalement je me suis trompé, c'était pas ça, c'était moins de 911 000 personnes, tout le monde a critiqué, mais je me dis qu'il faut peut-être le virer. La question c'est, on a d'un autre côté une croissance qui est pas mauvaise, une consommation qui se tient. C'est quoi la situation économique américaine ? On porte trop d'attention aux chiffres de l'emploi. Okay. Ce qu'il faut bien garder, c'est que les chiffres de l'emploi depuis quasiment 20-25 ans sont extrêmement volatiles et très très fortement révisés. L'ampleur de la révision, il faut l'expliquer, elle n'est pas inhabituelle. Ah bon ? Oui, okay. Parce que concrètement, vous avez une remontée des données de l'assurance maladie de chaque État, okay, qui est remontée ensuite au gouvernement central, donc au département du travail, et ces données-là, elles sont régulièrement retraitées. La seule différence... Il paraît quand même que c'est vraiment le chaos depuis le Covid. Ah oui, depuis le Covid, on a vraiment des données, y compris sur le marché de l'emploi, sur la confiance des consommateurs, où c'est très compliqué d'y voir très clair. Je vous donne un exemple. La confiance du consommateur, en général, c'était un très très bon baromètre avant Covid de l'évolution du PIB. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Et donc là, peut-être le seul élément différenciant sur l'emploi, c'est que d'habitude, c'est très très fortes révisions. Elles interviennent plusieurs années a posteriori, donc concrètement, personne n'y regarde. Là, c'est très fréquent, parce que c'est jusqu'en mars 2025, un an précédent. Et puis mars 2025, c'était encore la présidence Biden, donc évidemment pour Trump, il y a tout un discours politique. Trump était là depuis 2 mois, mais il peut dire... C'est ça. Si on regarde de manière un peu plus objective, sans trop se concentrer juste sur ces chiffres-là, on a une économie américaine, vous l'avez dit, qui reste quand même très résiliente. Elle est proche de son potentiel, donc on peut en débattre, mais ça veut dire proche de 2% de croissance, ce qui est tout à fait honorable après avoir connu une forte hausse de l'économie. L'impact des tarifs douaniers, quand on regarde sur l'inflation, il est encore marginal. Il sera peut-être perceptible au 4e trimestre, mais encore une fois, tous les tarifs douaniers ne sont pas réellement mis en application. Il faut faire la distinction à cet égard. On voit qu'il y a des sujets dans l'inflation qui sont plus domestiques, qui sont liés à l'immobilier, qui sont liés notamment à la demande d'électricité. Il y a un vrai problème d'accès à l'électricité. Mais on reste sur une économie américaine qui est fondamentalement, en tout cas comparativement aux autres économies développées, encore très solide. Donc vous dites 2%, 2% c'est honorable, on y est. On continue, il n'y a pas de... Bon, évidemment, plus personne ne parle de récession. On en parlait il y a 1 an et demi, 2 ans. Quoi qu'il y a eu encore cet été, comme d'habitude. Mais vous dites même pas plus de ralentissement que ça. Vous dites 2%. Je pense que si on est cette année, typiquement entre 1,7, c'est à peu près les prévisions, ou 2%, se doit mouiller, c'est tout à fait honorable. Oui, c'est tout à fait honorable. Et vous pensez que ça va continuer? C'est-à-dire, vous ne pensez pas qu'on est en fin de cycle? Non, je ne vois pas. Vous avez eu ces dernières années hard landing, soft landing, etc. Je pense qu'on est plutôt sur un plateau. Après, on verra les autres mesures qui sont mises en avant. Mais je vous donne juste un dernier point qui montre que c'est important de faire la distinction. Trump est anti-énergie et pro-énergie fossile, anti-énergie renouvelable. Il a néanmoins reconduit des crédits qui favorisent uniquement les entreprises américaines dans le solaire, en mettant en place des barrières pour les entreprises internationales et des crédits qui courent jusqu'en 2033. Donc il y a des subventions, il y a du stimulus qui peut venir aussi en 2026. Vous êtes d'accord avec ça? L'économie américaine va bien, elle se tient, il n'y a pas besoin de s'inquiéter? Je mettrais beaucoup plus de bémols. Au moins 3 bémols à la clé. Parce que si on était dans une aussi bonne situation, la Fed ne baisserait pas assez tôt. Alors, si on était dans cette bonne situation... Oui, mais la Fed est trop restrictive. Dans tous les cas. Alors, elle est trop restrictive d'abord parce que le PIB est en train de décrocher. Avoir une taux de croissance à 1,6, 1,7, c'est en deçà pour moi du potentiel. Quand on regarde la croissance aujourd'hui en 2e trimestre, le dernier chiffre qu'on a, c'était 1,9. Si vous prenez la croissance espagnole, elle est à 2,7. L'Espagne aujourd'hui est beaucoup plus dynamique que la croissance américaine. Ce qui est, alors les tailles ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais ça veut dire en termes de dynamisme de l'activité. La consommation des ménages, elle est juste à 2%. Alors, si on prend les chiffres américains annualisés, le trimestre, il est 1,3, 1,4. C'est pas glorieux. Et on vient de... Parlez-lui directement, ne me regardez pas. Si vous voulez lui dire qu'il s'est planté, je m'en fous, moi. C'est pas mon problème. Réglez ça entre Suisses. Hein. Il a raison sur l'appréciation globale. Ça, c'est suisse. Il a raison sur l'appréciation globale, mais il a faux sur chaque point. J'amène ici quelques bémols et quelques sujets d'inquiétude. Donc, effectivement, la consommation est
en dessous de son potentiel. Et en fait, le pari de la politique économique américaine, c'est il y a un prélèvement qui s'appelle les tarifs et qui va redistribuer en grande partie du côté des entreprises, du côté de l'investissement. Donc on a en fait un sous-régime sur la consommation qui est en train de se mettre en place, avec aussi dans certaines parties, on le voit avec l'immobilier, avec certains investissements qui avaient été effectivement favorisés par l'IRA, où là on avait des implantations d'entreprises, des constructions d'entreprises, là on en a moins et on investit dans l'équipement et les nouvelles technologies. Donc on voit bien qu'il y a un transfert en fait de charge ou un transfert de moteur. Et dans ce transfert de moteur, je trouve qu'il y a une perte de substance quand même dans l'économie américaine. Le pouvoir d'achat va s'éroder, le marché de l'emploi est en train de renvoyer un message dans lequel il y a des cassures. Vous n'êtes pas du tout d'accord, en fait. Mais c'est quand même incroyable. On serait en débat avec deux représentants de boîtes françaises, ça s'écharperait, là. On est d'accord, mais on est d'accord sur rien, quoi. Sébastien Lalvé. Un autre bémol, c'est que le feedback que j'ai des entreprises quand je les écoute, c'est beaucoup moins dithyrambique sur les États-Unis dans les perspectives. Et c'est la première fois depuis longtemps. Vous parlez de quoi? Entreprises américaines ou d'entreprises qui vendent aux... Oui, mais c'est européennes par rapport au marché américain. Déjà, sur la croissance américaine, elle est encore plus subventionnée par le déficit budgétaire que la nôtre. Ouais. Et ça, c'est un bémol. Et là, au moins, c'est un peu une discussion de comptoir, mais c'est un peu l'esprit de l'émission. Le seul truc qui marche avec les droits de douane, c'est que ça fait rentrer de l'argent dans le budget américain. C'est négatif pour le sentiment, c'est négatif pour l'investissement, factuellement. Bien sûr. Et moi, ce que je crois, fondamentalement, c'est que les électeurs de Trump, et en fait, budgétairement, ça permet de faire les coupes d'impôts. Donc, ils vont se rendre compte, les électeurs de Trump, qu'ils ont voté pour un gars qui a coupé les impôts pour les riches, et les gens moins riches vont constater une inflation massive liée aux droits de douane qu'on n'a pas encore vue parce que les produits, c'est parce qu'il y a toujours un effet lag d'au moins 6 mois. Et donc, je pense que ça ne va pas très bien se passer. Et par rapport à l'inflation, ça fait post-Covid, l'inflation des biens et services a été massive, que ce soit dans la tech et dans les produits manufacturiers. Donc, ça veut dire que les entreprises ont atteint une espèce d'effet d'élasticité sur les prix qui, aujourd'hui, va être compliqué. Donc, vous nous dites quoi? Vous dites ça ralentit déjà? Déjà, ça ralentit. D'accord. Ça va ralentir encore plus je pense que la place des États-Unis dans un environnement mouvant où n'importe qui peut être viré n'importe comment, où on peut mettre des taxes sur n'importe qui si ça ne plaît pas, crée de l'instabilité. Ouais. Et donc, je pense que les investissements là-bas vont baisser. Donc, certes, il y a la tech. Et la tech, on en parlera après avec Oracle, est un oasis mais l'environnement macro n'est pas si bon du tout. Vous voulez répondre, Christopher Damick, parce que là, vous avez été mis en pièces. Complètement. Non, je pense que l'élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que malgré tout, vous avez une domination économique américaine qui est très importante. Certes, on aura un déficit qui va être à 7-8%, mais ils trouvent des moyens de le financer finalement, et vous avez toujours énormément de moyens de le faire, et notamment en misant sur les stablecoins, etc. Sur l'aspect Espagne, l'Espagne, effectivement, a très bien, en termes de dynamique, est positive, mais c'est une hausse des dépenses publiques qui est magistrale, et à un certain stade, ils vont le payer, puisque eux, ils n'ont pas de gain de productivité. Aux États-Unis. Ils sont bizarres, ces Suisses. Hein. Tout à fait. C'est une espèce particulière, la Suisse. Vous êtes vraiment un monde à part. Tout à fait. Et de l'autre côté, vous avez quand même... Et je suis d'accord que sur certains secteurs, on peut avoir une baisse des investissements, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attractivité de la tech, ça reste imparable du côté américain. Vous avez effectivement de la tech qui est intéressante côté chinois, mais avec les risques qu'on connaît, et ça reste très volatile. Il y a le réglementaire qui est plus compliqué que du côté américain. Donc, je reste convaincu que dans un oasis de croissance qui reste quand même très, très molle, les États-Unis s'en sortent mieux que le reste du monde et auront toujours cet avantage compétitif. Pascal, vous avez quelques secondes. Vous voulez je penche plutôt du côté de Christopher. Je suis désolée, messieurs. On voit que ça ralentit en effet, mais il y a encore beaucoup de moteurs. On n'a pas parlé des résultats des entreprises qui étaient quand même très bons. Il y a ces grandes tendances, dont l'IA, etc., qui boostent quand même le marché. Il y a des rentrées fiscales et la marge de manœuvre de la Fed quand même. Nous, on est un peu en bout de course avec la BCE. C'est vrai. La Fed, elle a quand même un boulevard devant elle pour rebooster l'économie. Et regardez statistiquement ce qui se passe, les années qui suivent, des actions assez massives des banques centrales. On va en reparler parce que ça, c'est un point intéressant. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour la seule information qui vous intéresse, c'est de savoir si Sébastien Lalvé est toujours en tête du classement. Vous le saurez dans quelques secondes. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour parler finance, pour parler placement, pour parler marché avec Patrice Gautry, avec Pascal Séville. On a un plateau très suisse. Vous avez pris votre résidence en Suisse pendant la pause, Sébastien Lalleud, ou pas? Vous restez en France? Ouais, Ils vous ont pas convaincu les trois, parce que je les ai vus autour de vous en train de vous dire mais viens, allez. Je suis patriote, monsieur. Vous êtes patriote. Ah ouais, Christopher Nemlik avec nous, donc à la fois financier, économiste, et puis maintenant et maintenant présentateur. Allez, juste avant animateur d'émission, donc tous les vendredis à 11h, tout pour investir. Avant de la fin de la première partie, vous nous avez dit un point intéressant que je voudrais réaborder avec les économistes. On sait qu'en mai, Jérôme Powell va dégager, qu'il va y avoir quelqu'un un peu aux ordres de Donald Trump, que les taux d'intérêt vont pas baissoter, mais ils vont baisser d'un coup. C'est-à-dire qu'on va avoir des jumbo, ils parlent de jumbo baisse, d'accord. Donc, on va aller très rapidement, alors je me mouille, hein, mais c'est mon anticipation, vers des taux, on est au-dessus de 4, on va être à 1,5, 2. Quel boost pour la croissance économique? Parce que ça, c'est un boost formidable ou pas? Alors oui, c'est un boost, et là je serais d'accord avec ce qui a été dit auparavant en disant la politique monétaire est en train de rentrer dans un régime qui est de plus en plus accommodant, avec une politique budgétaire qui, elle, soutient l'activité, pas sur tous les secteurs, mais à destination effectivement de certains secteurs technologiques. Donc c'est un support d'activité, mais pour moi c'est pas un support d'activité qui va surajouter au trend actuel, ce qui va compenser le ralentissement actuel. Si on surajoute, on va créer de l'inflation. Alors que là, effectivement, on a des secteurs comme par exemple l'immobilier. Je reviens sur la consommation des ménages que je trouve un petit peu tristounette. Et là, en fait, c'est une façon d'avoir cette politique monétaire et budgétaire conjointe qui vont arrimer, ancrer en fait le cycle vers quelque chose effectivement qui est à 2%. Mais pour l'instant, on est encore. C'est pas mal. Si on, attendez, moi, c'est pas suffisant. Aux gens qui nous... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je pense que le potentiel américain, oui, tout à fait. Mais l'Espagne, là, donc faisons de l'économie espagnole et hop, on est reparti. Mais c'est pas nécessairement suffisant par rapport aux déficits extérieurs, par rapport aux déficits budgétaires et par rapport à cette nouvelle orientation qui a été donnée, insufflée par la politique économique de Trump, dans lequel, en fait, la croissance se base maintenant sur la croissance domestique et moins sur le recyclage des excédents d'épargne venus outre-Atlantique. Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine parce que c'est quand même, il faut qu'on vous raconte ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, ce qui s'est passé... c'est Paradise, comme dit DJ Snake, c'est un autre monde, hein, une autre planète, la planète tech aux États-Unis, c'est toujours hallucinant. En fait, ce qui s'est passé, c'est Oracle. Donc Oracle, c'est un éditeur de logiciels, un spécialiste du cloud, qui a été créé en 1977, introduit en bourse en 1986. J'ai retrouvé la valorisation à l'introduction, 270 millions de dollars. 270 millions de dollars. On avait dit que c'était un succès phénoménal. 1986. Un peu à la traîne depuis quelques années. On n'en parle plus d'Oracle, on parle de Microsoft, on parle de Google, on parle de toutes ces boîtes-là. Et puis, toujours à sa tête, je trouve ça incroyable, Larry Ellison, son fondateur, qui a encore 41% du capital, qui a 81 ans. Alors, j'ai découvert qu'il était patron de la boîte, mais il est CTO de la boîte. Il est directeur technique de la boîte à 81 ans. C'est quand même incroyable. Et le gars, donc, qui a 41%, a annoncé des résultats... des résultats relativement bons, mais surtout des perspectives totalement dingues de progression du chiffre d'affaires grâce à son activité cloud pour des clients comme OpenAI, qui va être son plus gros client, notamment sur le cloud. Et on a vu en quelques secondes bondir le cours de 40%, pour finir à plus 35%, créer 250 milliards de dollars de valeur. Vous vous rendez pas compte, mais 250 milliards, c'est comme si on avait créé en quelques minutes LVMH. C'est quand même dingue. Bon, alors lui, en passant, il a pris 100 milliards sur papier. Il est devenu l'homme le plus riche du monde pendant quelques minutes devant Elon Musk. Je sais pas, moi, ça me fait vibrer, quoi, ça. Sébastien Lalleud. Et quand j'entends, alors je ne vais pas vous chauffer parce que je sais que vous allez en parler tout à l'heure, mais quand j'entends des Piketty, quand je vois, par exemple, un truc qui m'a rendu dingue, c'est que la seule pauvre petite boîte qu'on a dans l'IA Mistral, qui émerge et qui arrive à faire un deal et à lever de l'argent à une belle valo, et qu'il y a déjà des gens qui expliquent comment on peut faire payer de l'impôt aux patrons, aux actionnaires de Mistral, parce que comme ils n'ont pas d'argent dans la boîte,
comment on fait payer une boîte qui ne génère pas de... Et on leur dit, mais c'est pas grave, vous avez qu'à vendre des actions pour payer vos impôts. Vous me piquez mon flop. Allez. Non, sur Oracle, en fait, ça valait quand même 800 milliards de valorisation. D'accord, mais aujourd'hui, on est à 2000 milliards, 3000 milliards. Et pour la petite le jour où ça a été annoncé, Amazon a perdu 3%. Parce que en fait, pourquoi ça a monté comme ça, c'est que le carnet de commandes, en fait, a été annoncé quelque chose comme 4 fois plus que prévu, en fait. C'est ça. Et donc, la visibilité d'Oracle sur les années à venir est devenue massive. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de la gestion de data center. Donc, en fait, on est toujours dans la même veine, c'est-à-dire l'IA, c'est joli, il y a OpenAI, mais derrière, il y a toute une infrastructure à mettre en place, à manager. Donc, en fait, on en parlera après sur Mistral et sur les tops et les flops. Mais la réalité, c'est que la souveraineté par rapport à l'intelligence artificielle, croire que parce que vous avez un LLM français, vous avez la souveraineté, c'est de la bêtise à l'état pur. En fait, c'est bien qu'on l'ait quand même. D'accord, mais il faut des data centers, il faut des terres rares, il faut des semi-conducteurs, il faut des fondeurs. Oui, mais tout ça prend 20 ans à mettre en place. Et donc, en fait, Oracle a monté en bourse parce que ces perspectives liées au data center, à l'infrastructure de l'intelligence artificielle... Liées à un contrat aussi avec OpenAI. On s'est rendu compte, on attendait 100, ils ont dit, en fait, non, ça sera 300. Et donc, le cours de bourse s'ajuste, et donc, ce n'est que de la logique. Pascal, ça vous... Moi, ça me grise. J'ai trouvé ça extraordinaire aussi, parce que c'est vrai que c'était un dinosaure, et pour la petite anecdote, mon papa de 91 ans a des actions Oracle depuis plusieurs décennies, donc il était très heureux l'autre jour. Donc il est bien, il peut nous payer un pot peut-être. Absolument, il le ferait avec plaisir à tout le plateau. Non, ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant, et ça montre l'agilité des entreprises américaines et de l'état d'esprit, c'est qu'ils sont venus très tard dans le cloud. Et Larry Ellison lui-même disait qu'il n'y croyait pas du tout, que c'était un effet de mode. Et ça date à peu près l'année 2010-2014, où il s'est dit, non, en fait, je me suis trompé. Il faut que j'y aille quand même. 2014, c'était il y a 10 ans, et regardez où ils en sont aujourd'hui, parce qu'ils ont investi massivement. Donc cet état d'esprit de pouvoir se remettre en question, etc., ça, je trouve ça extraordinaire, et ça dénote bien de l'exceptionnalisme américain quand même. Le déclassement dont on parlait avant, en fait, il y a un déclassement intellectuel qui a lieu depuis des années, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'Oracle annonce ce carnet de commandes parce qu'il y a le projet Stargate, et parce qu'il y a une volonté étatique américaine et chinoise de mettre en place une infrastructure pour l'IA, de rendre une indépendance du pays, et ça se traduit par des acteurs locaux. Nous, on a un petit Oracle qui s'appelle OVH, ou un petit Amazon, dont tout le monde se moque, et qui a très peu de clients français, et quand tout le monde parle de souveraineté, et vous demandez à OVH, ça y est, vous en bénéficiez, c'est comme Soran, on attend en fait. Donc le vrai sujet, il est là. Allez, on passe tout de suite au marché avec une semaine qui était plutôt une semaine positive, avec le Nasdaq qui, poussé par toutes ces bonnes nouvelles, a encore fait un plus haut historique. Depuis le début de l'année, on a quand même un CAC qui est à 6%. On a des marchés américains qui sont au-dessus de 10%, 12% pour le S&P, 14% pour le Nasdaq. Après, je le rappelle toujours parce que c'est important, parce que vous allez gueuler contre votre gérant en lui disant « mais je comprends pas, les actions américaines ont fait 14% et toi, tu es à 0 », il y a l'effet de change. Le dollar qui a baissé de 12 à 13%, finalement, vous êtes à 0 sur les marchés américains, le MSCI World. D'ailleurs, Pascal Sévy, c'est-à-dire que c'est très pénible, ça. Quand on veut se gérer, quand on gère de l'argent pour quelqu'un. Oui. Je vous entends, vous êtes très enthousiaste, a priori, sur les actions américaines, l'économie américaine. Mais d'un autre côté, si le dollar continue à baisser, on va perdre de l'argent, quoi. Plus j'achète d'actions américaines, plus je perds d'argent. Ça dépend à quel moment on l'achète. Parce que là, si vous achetez aujourd'hui $1 à 1,17, nous, on a une vue sur $1 à 1,22, donc il peut encore se déprécier un peu. Mais le gros de la baisse, je pense qu'il est quand même derrière nous. On se prend quand même 4-5% dans la figure. Oui, on se prend 4-5%. Après, on investit sur le long terme avec un dollar qui, à un moment, devrait quand même... Enfin, moi, j'ai tout connu. J'ai connu $1 à 1,40, j'ai connu $1 à 1. Ça fluctue, c'est vrai. J'ai tout connu. Il y a des... C'est du Jean Gabin, là. J'ai tout vu, là. Non, mais bon, il y a aussi des moyens de se couvrir en fonction du moment où on achète. Ça dépend des moments là également. Ouais. Mais en fait, c'est tout un historique. Et puis le dollar, à mon sens, il
il est pas à sa fair value. Pour moi, il aurait dû être plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, un peu plus fort. Mais il y a eu tout le bruit autour des droits de douane, la défiance, les institutions américaines qui sont remises en question. Néanmoins, vous avez raison, il faut vivre avec. Donc, en fait, on calibre en fonction du moment où on achète. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont long dollar parce qu'ils ont des actions américaines, mais un dollar qui a peut-être été acheté à 1,40 il y a quelques années. Donc oui, sur l'année 2025, c'est pénible. On vit avec et on attend des bons moments. Et structurellement, on a du dollar en portefeuille. Donc là où ça vous coûte, c'est quand vous le reconvertissez en euros, en fait. Sébastien Lalvé, les marchés en général, quand vous regardez le Nasdaq qui est au plus haut, vous vous intéressez beaucoup à la tech, c'est une de vos passions. Vous vous dites, bon, tout ça est très normal, il n'y a pas d'inquiétude, on continue en avance. En fait, il y a effectivement, quand vous regardez la valorisation du marché américain par rapport à l'histoire, je pense que même en excluant la tech, on est sur peut-être le 90e décile, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des plus hauts historiques. Christopher Demby. En termes de valorisation. Donc là, la différence, c'est que les marges sont plus élevées. Il y a un effet déformant de l'IA. Et puis, il y a un effet indiciel aussi, parce que parmi les boîtes les plus performantes du monde sont aussi les plus grosses du monde. Les 7 magnifiques, c'est quoi? C'est 40% du S&P. C'est ça. Donc, en fait, il y a un prisme aujourd'hui totalement biaisé par la technologie. Et quand vous regardez Nvidia, aujourd'hui, on doit être à 40 fois le PER, et c'est à 30 en 2025, c'est peut-être 30 fois celui de 2026. Donc en fait, nous sommes sur des niveaux qui sont chers, mais justifiés par la croissance. D'accord. Donc le risque sur ces sociétés-là, et ça arrivera, c'est qu'il y aura... En fait, toutes ces sociétés, depuis 4-5 ans, ne font que réviser en hausse, à la lumière des oracles et ainsi de suite. On attend toujours plus, elles arrivent toujours à délivrer plus. Et à un moment, ça se calmera. Et là, on aura un sujet. Mais est-ce que c'est demain, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien. Mais tant que la croissance, elle s'auto-alimente par des phénomènes à la oracle, on sera OK. On peut continuer. Allez, on va aller très vite parce qu'on est à la bourre. L'allocation d'actifs, je voudrais quand même passer quelques minutes avec vous. Pascal Stévy, c'est une de vos spécialités. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir avec 1 milliard, comme c'est le cas tous les jours chez vous. Qu'est-ce que vous lui dites? Je vous attends. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, de nouveau, l'allocation, elle dépend toujours du diagnostic patrimonial. Donc c'est très personnalisé, mais je me dois de le dire. Ouais. Je vous donne quand même l'allocation pour un profil équilibré, parce que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, en action, on est à 46%. On est globalement positif. Néanmoins, aujourd'hui, on est... neutre, sur les marchés développés, et j'y reviendrai 2 secondes si vous voulez bien, on surpondère le Japon et les pays émergents. Okay. Donc dans l'allocation action. Sur les obligations, on est également positif, on en a 39% aujourd'hui. Quelle zone? Alors devise? on aime bien là aussi les émergentes, mais qui sont libellées en devises fortes, donc en euros, en dollars, etc. Et plutôt des obligations de bonne qualité, parce que la prime de risque nous paraît plus intéressante. On a toujours 10% de fonds alternatifs qui jouent une belle diversification dans un portefeuille, donc hedge fund. Quelques secondes, parce que c'est un fonds alternatif pour les gens. Donc typiquement un hedge fund, qui est censé être décorrélé des classes d'actifs traditionnelles et qui joue très bien son rôle quand les marchés justement sont moins directionnels, parce qu'il peut faire des opérations intéressantes. En tant que bonne Suisse, on a encore 3% d'or dans les portefeuilles, et puis le reste après c'est des liquidités. Pas beaucoup, 3% pour un Suisse. Alors on en a eu plus, on a fait une prise de profit aussi vu le parcours, parce que ça faisait un moment qu'on en avait. Quand Patrice Gautry se balade dans les couloirs de BFM, on entend du bruit dans ses poches et on se dit bon, il se balade avec les lingots, quoi. Non, c'est pas beaucoup 3% pour un Suisse. Alors nous travaillons avec on est entre 8 et 10. Ah, alors, de nouveau, on en avait plus avant, on a pris des profits, donc ça réduit un petit peu l'allocation aussi. L'or est quand même sur des plus hauts historiques et c'est un actif qui ne rapporte pas de rendement, donc on essaye d'être un petit peu modéré. Oui. Si je peux bien sûr, finissez pour qu'on arrive à 100%. Le Japon, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous, on trouve que c'est intéressant parce que les droits de douane aujourd'hui, aux alentours des 15%, tous secteurs confondus, c'est très bien. Et puis, ce que vous avez mentionné, les Japonais sont des très grands acheteurs d'OAT françaises. Quand il y a de la défiance sur l'OAT, ils ont tendance à vendre, ce qui est favorable aussi pour le yen. Et en plus, on a aujourd'hui une croissance des salaires intéressante. Et les émergents, pourquoi on aime bien? Parce qu'ils bénéficient aussi de la faiblesse du dollar. Ils ont été plutôt pas trop malmenés dans les droits de douane. Et là, c'est à la fois sur les actions, avec des pays comme l'Inde ou la Corée du Sud, mais aussi les obligations émergentes que j'ai mentionnées. Patrice Gautry, votre top ou votre flop? Alors les prix américains, on en a parlé tout à l'heure, les prix à la production qui ont légèrement baissé sur le mois, qui ont légèrement baissé sur 1 an, qui sont revenus juste en dessous des 3%, et les prix à la consommation qui ont progressé 0,4% sur le mois et qui continuent leur petite trajectoire. Donc ça, c'est les droits de douane. Pardon. C'est ce que disait tout à l'heure Sébastien, c'est les droits de douane, ça, c'est Alors on a les prix cœur.
dans l'indice des prix à la consommation qui est 3,1%. Une partie est liée par encore du pricing power, on peut dire ça, dans certains services. On a vu le prix des billets d'avion qui augmentait, on a le prix des réparations dans l'automobile qui augmente, et il y a effectivement dans les prix des biens, on le voit passer, on l'a vu dans les prix à la production, on le voit aussi dans les prix à la consommation. Donc les entreprises distillent au fil du mois, effectivement, au fil des mois, en fait, les hausses qui sont liées à des tarifs. Ça peut continuer et ça donne une inflation perçue qui peut être importante. Si vous changez les pneus de voiture, vous allez payer 6% de plus sur un an. Si vous changez de canapé, vous allez payer 10% de plus que le prix qui prévalait sur un an. Donc, alors, faites ce que vous voulez, mais ça veut dire que l'inflation perçue au niveau des ménages, elle va effectivement mordre un petit peu sur leur pouvoir d'achat. Pascal Sévy, votre top ou votre Vous en avez parlé tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment un top, c'est justement le deal Mistral AI et ASML, donc il y a eu lieu cette semaine, qui passe, pour la première fois en France, on a une décacorne, donc pour une start-up qui passe les 10 milliards de valorisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des synergies dans les deux sens, parce que quelque part ça protège aussi Mistral AI des grands géants de la tech, ça le rend plus fort, et ASML peut utiliser sa technologie, et pour moi c'est vraiment un pas vers la souveraineté européenne. Dans ce domaine de l'IA, on a évidemment une énorme concurrence, et ça a été très salué par la presse internationale. Donc, pour une fois, je trouve que... Non, franchement, c'est un très beau deal et bravo à eux. On va en reparler, mais... Christopher Damick. Le top, c'est l'or, qui continue de battre des records. À mon avis, on atteindra les $4,000 l'once, donc c'est 400 dollars de plus que le niveau actuel. C'est certainement l'une des seules matières premières où on a de la visibilité. Alors, il y a une myriade de facteurs. Juste les derniers records sur l'or, c'est lié à la rotation. On en parle beaucoup pour les actions, mais ça vaut aussi pour les métaux précieux. Et vous avez eu pendant l'été beaucoup d'acheteurs d'argent, parce que l'or et l'argent sont corrélés, mais il y a un différentiel de temps en termes d'évolution. Et là, on a vu que ces acheteurs d'argent, finalement, ils quittent le marché, ils retournent au bercail, ils achètent de l'or. Donc, c'est vraiment les derniers mouvements haussiers qu'on commente. Ça va continuer. Chez vous, on a quel pourcentage vous avez déjà? Alors, sur la banque privée, on doit être sur du 5% à peu près. En tout cas, sur la partie française, oui. D'accord. En termes d'allocation. Je finis par vous, parce que je savais que je vous laisse un peu de temps. Allez-y. Sébastien Lalvé, je vous laisse gueuler. Non, parce que vous allez me faire plaisir. Non, c'était sur cette espèce de folie collective qui est en train d'expliquer que la taxe Zuckman serait peut-être une bonne idée. Et malheureusement, les blocs centraux à l'Assemblée qui sont en train, pour des raisons politiques, de dire que ça ne serait pas si con. Parce que si on prend l'exemple de Mistral, par exemple, et qu'à la louche, les trois fondateurs ont 10% de la société chacun, ça veut dire que si leur société est valorisée, alors on peut discuter de la valo, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. On va dire pour des raisons de simplification que c'est valorisé 10 milliards, ils ont 10%. Ça veut dire que leur fortune personnelle fictive est d'1 milliard. La taxe Zuckman ferait qu'ils devraient payer chaque année 20 millions d'euros en cash. Et ça, c'est du net. Ça veut dire que pour qu'eux, ils aient 20 millions d'euros en cash, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent des ventes. Pourquoi 35 millions à peu près, parce qu'il faut quand même payer entre 35 et 40% d'impôts sur la plus-value. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils vendent à peu près 35 à 40 millions par an. C'est pour payer les impôts. Juste pour payer les impôts d'une boîte où je ne leur souhaite pas, qui potentiellement dans 5 ans est morte, parce qu'il n'y a pas de synergie opérationnelle avec ASML et que ça ne marchera pas. Enfin, je prends un truc un peu voilà. Donc s'ils meurent dans 5 ans, ils auront payé, j'ai n'importe quoi en attendant. Donc c'est une valo fictive parce qu'elle n'est pas cash. Pour connaître un peu ce monde, s'il y a une chose que les investisseurs détestent, c'est donner de l'argent aux fondateurs plutôt qu'à la société qui est en croissance. Donc en réalité, ils sont riches de papier, mais ils ne sont pas riches de cash. Donc en fait, c'est un moyen exceptionnel pour être certain que les gens partent. Et moi, ce qui m'embête, c'est que quand cet homme est invité, c'est une fraude intellectuelle ce qu'il raconte. Parce que quand il explique aux gens qu'il faut taxer parce que la part des fortunes 500 françaises dans Challenge est passée de 6% du PIB en 1996 à 40% du PIB en 2025, on compare quoi ? On compare une donnée mondiale, parce que qui sont les Français les plus riches ? C'est notamment les actionnaires et fondateurs des boîtes de luxe. Pour la petite histoire, entre 1996 et 2025, la fortune des fondateurs de LVMH, Kering et Hermès est passée de 7 milliards à 300 milliards. Pourquoi ? Parce qu'en 30 ans, cette industrie a explosé à la hausse. Donc on compare des chiffres mondiaux sur des industries mondiales à un PIB français. Donc intellectuellement, ça ne tient pas. Un cauchemar. Ça ne marchera pas. Un cauchemar. Mais on sait qu'on n'aura peut-être pas cette taxe-là, mais on va avoir... De toute façon, on va avoir une hausse des impôts. Donc n'importe quelle politique
cautionne ça, c'est une catastrophe. Allez, on passe tout de suite au top 3 et avec la bonne nouvelle, Sébastien Lalvé, vous êtes mais largement en tête. Il sourit, hein. Lui, il sourit pas souvent, mais là, il sourit. 37,9% de hausse. Bravo, hein. Alors vous qui m'expliquiez que finalement vous aviez des performances qui étaient moins bonnes parce que vous aviez trop de lignes dans votre portefeuille et que c'était biaisé, vous voyez bien qu'on peut faire des très belles performances avec un portefeuille qui a beaucoup de lignes. Non mais c'est plus dur, c'est pas parce que ça marche que c'est pas... Ouais. Céline Picmal qui est à 30% à peu près, Eric Blaine à 25%. Comment on fait pour faire du 38% depuis le début de l'année, Sébastien Lalvé? Donnez votre tuyau aux gens qui nous écoutent. Il y avait 2-3 sociétés qui ont très très bien marché. Allez, on voit votre portefeuille ensemble et vous allez nous dire si on achète ou on vend. Allez, on démarre tout de suite avec du Selectis. On garde. Avec du Reward Media. On garde. Avec du Technip. Donc Selectis, ça fait 71% depuis le début de l'année. Technip, on garde. Bien sûr, oui. SMCP, 73% de hausse. Ça va continuer, on garde. Et Valourec. On garde. Séché Environnement. On vend. Ok. Nexens. On garde. Soprasteria. On garde, j'espère que ça va monter. La Française de l'énergie. On garde aussi. ID Logistics. On garde. Médincel. On garde aussi. Téléperformance. On garde, ça n'a pas marché. Mais on garde parce que ça n'a pas marché. Non, on garde parce que c'est pas cher et que ça va repartir. Encore moins cher. Zalando. On garde. Infineo. On garde aussi. Qu'est-ce qu'on achète? On achète Ipsos, donc le spécialiste de la recherche du market data. C'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 1,5 milliard de capitalisation boursière. Ça vaut 5 fois les EBITDA. On est sur des plus bas de l'année. Il y a eu un changement de président, il y a eu des warnings. On est sur des points très bas, une valorisation très basse. Les trimestres arrivants seront plus faciles en termes de comparaison. Je pense qu'à ce prix-là, c'est cadeau. D'accord. Donc leur activité principale, c'est celle qu'on connaît ou il y en a d'autres? En fait, on connaît Ipsos pour les sondages politiques, mais en fait, ils font de l'explication pour les entreprises. C'est un business donc B2B pour les entreprises, pour leur aider à comprendre leur marché, leurs clients. D'accord. Et est-ce que l'environnement, en fait, l'instabilité politique et économique favorise leur business, en fait? C'est les sondages politiques, donc c'est une partie, c'est une petite partie de leur business. Oui, mais même sur l'environnement économique, je veux dire. Oui, non, mais de toute façon, c'est aider à comprendre le monde. Donc c'est mondial, c'est un succès mondial. Donc leurs gros clients sont aux États-Unis, en Chine, en Europe. Donc c'est vraiment une belle société. Pascal Séville, la France vous regarde. Visa. Je garde. Salesforce. Parcours compliqué cette année, mais je garde. ASML. Je garde, carrément. Adyen. Je garde aussi. Sika. Pareil, belle valeur suisse. Thermo Fisher Scientifique. On garde. Microsoft. Aussi. Infineon. Aussi. Alphabet. Aussi, très beau parcours. Richemont. Je garde aussi, les Suisses également. Cheniere Énergie. Aussi. Ferrari, ça c'est par goût personnel. C'est ça. D'ailleurs, si vous pouviez ne pas vous garer devant l'entrée du studio, parce que c'est hyper gênant, tout le monde croit que c'est ma voiture. Non, au contraire, ça attire les fous. Moi, je suis en smart et donc je suis ridicule après. Eaton. Je garde aussi. Marsh et Mark Lennon. Je garde également. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, on achète aujourd'hui une valeur espagnole qui s'appelle Iberdrola. Vous allez faire plaisir. Ouais, vous voyez, l'Espagne, pour Patrice. Qui cite l'Espagne maintenant comme référence. Alors ça, on aura tout vu. Donc, Iberdrola, déjà, on aime bien le secteur parce que c'est dans le secteur des services publics qui se distingue par sa croissance. Notamment, c'est plaisant quand on est en incertitude économique. Et au sein des valeurs. C'est joliment dit. C'est plaisant, oui, c'est plaisant. Cette valeur est plaisante. Des valeurs défensives, c'est le seul secteur en fait qui a annoncé des croissances des bénéfices par action. Donc ça nous plaît bien. Iberdrola, c'est un groupe qui a 170 ans. C'est le leader mondial de l'énergie aujourd'hui. J'aime pas quand vous me regardez quand vous dites c'est un groupe qui a 170 ans. Je me sens. Allez-y. Donc, un groupe qui a 170 ans. On parlait tout à l'heure d'électrification. Il y a un vrai besoin aujourd'hui d'électrification. Donc, ils travaillent sur des activités réglementées pour la majorité et un peu moins réglementées pour le reste. C'est un groupe qui est très international avec un chiffre d'affaires bien réparti. Les derniers résultats étaient très bons, croissance solide, bénéfices, dividendes, autour de 4%. C'est cher? Et des valeurs, non, on est à peu près à 16 fois les bénéfices. Ouais. Donc, c'est un groupe qui nous semble à la fois, on aime bien le secteur et ce groupe nous semble très bien positionné pour continuer en fait sur les grandes tendances et notamment tout ce qui est environnement extrêmement bien placé pour des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Sébastien Lalvé, vous en avez, vous? Non, dans enfance, ici, il y en a dans les fonds en développement durable. J'ai juste un truc sur Oracle pour vous donner les chiffres. Ouais. Les objectifs
sur le business infra-cloud d'Oracle, c'était 10 milliards attendus en 2025. Une estimation pour 2030 avant la publication qui était de 90 milliards. Et dans le plan qu'ils ont annoncé, ils annonçaient que c'était 145 milliards. Ok. Vous voulez rajouter des trucs sur la première partie aussi de l'émission? Non, il reste 10 secondes, il faut plus de temps. Merci de nous avoir suivis, merci à ces invités, même s'ils sont indisciplinés. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast sur toutes les bonnes plateformes pour combattre un nouveau record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.